On voit tout là. Entre le 8e et le 6e siècle avant notre ère, les Grecs fondent de nombreuses cités tout autour de la Méditerranée. C'est l'expansion grecque pendant l'âge du fer. Cette période, elle est caractérisée par une croissance démographique qui cause des tensions foncières. C'est tout ce qui est lié à la propriété, au terrain. C'est que poussent les Grecs à partir. C'est vrai, t'avais un terrain? Wesh. Il fait rodave. Le territoire de la cité n'est plus suffisant pour la population. En grec ancien, on parle de sténochoria, qui veut dire lieu étroit, ou littéralement l'espace resserré. Il faut aussi ajouter à cette pression foncière une succession de mauvaises récoltes qui entraînent des disettes. Par contre, attention, bien que ça soit une des raisons qui poussent les Grecs à partir, le problème du manque de terrain ne s'explique pas uniquement par l'augmentation de la démographie. Il est possible qu'il y ait eu un accaparement par les plus riches des terres disponibles. J'ai recherché sur Google, est-ce bien d'être communiste? Et apparemment, c'est une dinguerie d'être communiste. Dans cette période d'inégalité, il y a certaines cités qui vont envoyer des groupes former des colonies. Le but, c'était de les envoyer loin et de s'en débarrasser parce qu'ils étaient vus comme des rebelles en gros. Puis surtout que la décision de fonder une colonie, elle est prise par la communauté politique qui décide du départ d'une partie de ses membres. Il n'y a pas d'histoire de volontaire ou quoi, on décide à ta place. Le groupe qui est envoyé est sous l'autorité d'un chef d'expédition qu'on appelle oikiste. Un oikiste est souvent un membre de l'aristocratie de sa cité d'origine. Une fois arrivé à destination, l'oikiste, donc le chef, organise l'installation des colons et répartit les lots de terre. Puis à sa mort, il est souvent assimilé à un héros fondateur et peut recevoir un culte. Donc là, si on résume ce qu'on a dit, les causes des départs, elles sont démographiques et économiques, avec le manque de terre. Elles sont aussi sociales et politiques, avec les crises internes et externes. Et c'est la communauté politique qui décide de qui part en expédition. Ok, là on a le contexte, on peut passer à la partie sur Marseille. Aujourd'hui, pour désigner les Marseillais, on emploie parfois le terme de phocéen. Et bah ça vient de la cité antique de Phocée, qui se situe en Asie mineure dans la région d'Ionie, à l'ouest de la Turquie actuelle. Maintenant, pourquoi faire ce long trajet de là à là? Justin, historien romain du IIIe siècle, il nous dit « Contraints par l'exiguïté et la maigreur de leur territoire à exploiter la mer plutôt que la terre ». Là, on comprend qu'ils avaient très probablement besoin de terre, de terrain, de propriété. C'est dans ce contexte-là que les Phocéens partent en mer dans la quête de bâtir une nouvelle cité. C'est Simos et Protis qui sont à la tête de l'expédition. Donc c'est eux les oikistes. Ils arrivent dans la calanque du Lacidon, qui est aujourd'hui le vieux port de Marseille. C'est un emplacement stratégique, près de l'embouchure du Rhône, au bord du bassin méditerranéen et sur la route des métaux venant d'Espagne. Sur place, ils font la rencontre des Ségobriges, un peuple celto-ligure qui habitait là depuis déjà plusieurs années. C'est quoi, tu es qui? Oui? Mercredi Adams. D'accord. Le chef des Ségobriges, ou le roi des Ségobriges, s'appelait Nanos. Maintenant, il peut se passer deux choses. Soit il y a un affrontement entre les colons et autochtones, soit il y a un accueil favorable et un genre de contrat qui se fait. Ici, pour Marseille, on parle de 600 Ioniens adultes qui arrivent et qui se mélangent aux autochtones. Maintenant, un petit point qui me semble nécessaire sur le vocabulaire employé. Depuis le début, j'utilise le terme de colonisation et de colon, mais c'est pas tout à fait ça. En grec ancien, il y a le terme de apoikia qui se traduit par éloignement du foyer. Du coup, le terme de colonisation grecque n'est pas vraiment correct. Mais si vous êtes au collège, je pense que ça posera pas de problème. Les communautés nouvelles, comme Marseille, elles sont indépendantes politiquement, mais elles conservent des liens symboliques, culturels et diplomatiques avec leur cité-mère. Ici, en l'occurrence, c'est la cité de Phocée. Les rapports entre les métropoles et les apoikias aussi entre indifférence, solidarité et conflit. En 546 avant notre ère, la cité de Phocée est prise par les Perses. Les habitants trouvent refuge dans les fondations phocéennes, comme Alalia, en Corse, et aussi Massalia. Et enfin, dernier point, les conséquences de cette fondation de Marseille sur le territoire des Ségobriges. Bah forcément, il y a la diffusion de la culture grecque avec la vigne et l'olivier, la consommation du vin, et plus globalement, les nomoi grecs. C'est tout ce qui est les usages, les coutumes ou les lois. Maintenant, on est en Antiquité, donc forcément, il y a des mythes, il y a des légendes de partout. D'un côté, t'as la fondation de Rome avec Taurus et Rémus, et de l'autre, Zarma Ngadi qui va venir te voir. Tiens, toi, t'es beau, frère, je te donne de l'eau. Je vous explique. Au moment où Simos et Protis arrivent à Marseille, qui n'est pas encore Marseille du coup, le roi des Ségobriges Nanos organisait les noces de sa fille Gyptis. Et la tradition voulait que le gendre se trouve parmi les gens présents dans le festin, et que la fille, la mariée, donne une coupe d'eau à celui qu'elle désire épouser. Tiens, ma bite. Et la selle, elle le donne à qui? À Protis, comme par hasard, le beau navigateur grec qui sillonne les mers, avec de beaux cheveux et une belle barbe. De cette union, Protis reçoit un territoire pour y fonder une ville. En conclusion, Marseille, ou Massalia, est une colonie ionienne très étendue. On dit souvent que c'est la première ville fondée de France, car c'est plus qu'un simple comptoir de commerce, c'est vraiment une cité à part. Elle fait office de passerelle entre le monde grec métropolitain et les côtes les plus occidentales de la Méditerranée. Cette première Marseille bénéficie d'un essor rapide et s'agrandit sur une cinquantaine d'hectares pendant le premier siècle de son existence.